Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce 4e épisode de l'après-match tennis ATP WTA. Donc vous connaissez déjà le format, en principe on discute, on analyse, on commente et on conseille suite à une grande finale ATP, mais puisque c'est la pause hivernale, il n'y aura pas de grand tournoi avant fin de l'année, début de l'année prochaine. Je crois qu'on commence par Sydney, comme nous l'avait dit Jacques l'autre jour. On s'est dit qu'on allait faire 3 émissions particulières. On va se concentrer un peu plus sur nos 3 intervenants que vous connaissez, donc Benoît Fouché, Jacques Hervé et une autre intervenante, Lyudmila Skarbonskaya, qu'on aura demain en ligne et qui participera donc à ce même format d'émission. Et viendra ensuite le tour de Jacques qui viendra clôturer le bal. Ensuite, on se retrouvera tous les 4 ensemble pour débriefer et commencer à analyser les premiers matchs du début de l'année 2022. Donc, cette émission t'est consacrée, Benoît Fouché. Merci d'avoir répondu présent déjà. Avec plaisir, hein, on adore tout ce qu'on fait. Donc, allez, on avance. Voilà, c'est parti. Donc, on va commencer déjà par décrire le personnage, si je puis dire, un résumé rapide de ce que tu as fait dans le passé, de ce qui va venir, mais je vais te laisser parler. Après, on discutera d'un sujet qui t'est cher concernant le tennis, un sujet sur lequel tu travailles depuis déjà de nombreuses années. D'ailleurs, on va se concentrer là-dessus. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Donc, c'est parti, on commente, on analyse et surtout, on partage avec toi. Benoît, c'est parti. Génial. Donc bonsoir à tous, merci encore de nous retrouver donc sur l'après-match tennis épisode numéro 4. Donc ce soir uniquement avec Benoît. Alors Benoît, je décris en quelques mots, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en principe mes notes devraient être assez justes. Benoît, tu as été moins 30, tu as été 700e à l'ATP, vice-champion du monde des plus de 35 ans en 2017. Tu assistes des joueurs de tennis un peu partout dans le monde entier. Tu assistes des gens d'une manière générale qui aspirent à vivre un grand projet professionnel ou un grand projet de vie. Et tu as aussi écrit 2 ouvrages de référence, Ta réelle victoire et Développe ta confiance. Donc ça, c'est le résumé que j'en ai de Benoît Fouché, mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur ton passé tennistique, ton passé de professionnel? À quel âge tu as démarré le tennis? Pourquoi tu es venu au tennis? Qu'est-ce qui t'a permis de te lancer dans le tour aussi? Qu'est-ce qui t'a permis de commencer à jouer quelques tournois professionnels, etc. Est-ce que tu pourrais nous en donner un peu plus? Oui. J'ai commencé à 6 ans. J'ai très rapidement adoré ça et surtout, il y avait Boris Becker à l'époque. Pour les anciens comme nous, maintenant on est des anciens, mon ami. Effectivement. Voilà, c'était exceptionnel de le voir arriver sur le court avec une puissance qui était, une aura, une présence, les plongeons, les aces, enfin, c'était juste magique et je me suis dit: «Je veux faire ça, je veux être comme lui» et obsessif comme je le suis, voilà, je me suis lancé à fond, dès que je pouvais, alors que je viens d'un tout petit club. J'ai été repéré par un coach, qui m'a amené de l'âge de 8 ans jusqu'à 20 ans à moins 30 effectivement et puis, le deal avec mes parents, c'était je passe mon bac et je peux faire ce que je veux, donc à partir de là, je suis allé avec mon coach et on a fait ce qu'on pouvait pour arriver au plus haut niveau et puis voilà. Alors justement, je vais en profiter. Alors c'est pas le sujet principal de ce podcast, mais j'en profite quand même pour glisser quelques questions parce qu'il y a des interrogations qu'on a souvent eues, surtout parmi les gens qui sont moins bien classés comme moi. Les joueurs qui ont été classés, enfin qui sont classés comme toi encore je sais pas si tu es encore classé en négatif ou c'était ça a descendu un tout petit peu, mais souvent les joueurs qui sont négatifs parlent souvent d'un mur à 0. Est-ce que c'est toujours le cas? Pour moi, le classement, tel que je le perçois, a changé de qualité et au fur des ans, je dirais le niveau baisse. C'est-à-dire que, là, quand je suis revenu en France après avoir été 10 ans à Hong Kong, j'ai demandé à être classé à 0 parce que c'est ce que j'estime être, mon niveau. Oui, Ils m'ont placé à 2,6. Ils m'ont oui. placé à 2,6 et j'ai joué
des gars à 3-6 et je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?» je Pour moi, c'était vraiment très, très facile, quoi. Il y avait pas de C'était pas l'idée du tout du 3-6 que j'avais à l'époque. Donc pour moi, ça baissait. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. J'imagine que c'est pour que les gens se sentent bien, qu'ils progressent, qu'ils avancent dans les classements et qu'il y ait une certaine fierté. Voilà, donc voilà mon idée du classement. Au final, je suis pas un mec, qui regarde beaucoup les classements, c'est pas ça qui m'importe et ça sera le sujet sur ce sujet d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse surtout, c'est, où est-ce qu'on en est avec cette personne et comment on fait pour aller, plus loin et pour progresser. D'accord. Tu as trouvé une différence justement d'un point de vue technique, stratégique, la préparation physique? Il y a pour toi des choses qui sont faites moins bien qu'avant ou différemment en tout cas? Bah, sur l'expérience que j'ai eue, voilà, sans grande prétention, enfin, c'est juste le cas, quoi. C'était facile et je trouvais que les gars, surtout les jeunes, j'arrivais vraiment facilement à rentrer dans leur cerveau et ce qu'ils explosent très rapidement et ouais, j'étais un peu déçu, en fait. J'étais un peu déçu dans ce sens-là en me disant, voilà, dans ma tête, voilà, des mecs à 3-6, ça devrait être, des mecs forts, quoi. Donc voilà, ce que Ouais. ça veut dire pour moi, c'est que c'est un peu comme, tu vois, dans les arts martiaux, ils disent que quand tu es ceinture noire, bah, c'est que tu commences. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on C'est dit, ouais. pas, c'est pas le grand truc, c'est pas, fabuleux, waouh, c'est incroyable, enfin, non, c'est là que tu commences, quoi. Bon, C'est bah, vrai. là, on pourrait dire, au tennis, voilà, tu arrives à négatif, bon, bah, tu commences, on va dire, voilà. Ouais, effectivement, c'est ce que disent les marathoniens aussi, c'est à partir du 30e kilomètre que les choses commencent à se corser. C'est là où on voit les hommes forts, en fait. Et c'est peut-être à peu près, c'est une analogie avec ce que tu dis là. Mmh. Voilà. Dans ce genre-là, ouais. Euh, dans ce style-là. Alors en fait, effectivement, donc je rebondis là-dessus parce que Jacques, qui est donc notre intervenant, qui vient régulièrement avec toi dans l'émission, effectivement, je crois que Jacques est encore classé 2-6 et alors qu'il frôle les 60 ans. Donc ça peut venir aussi corroborer ce que tu es en train de dire sur la baisse du niveau par rapport à l'époque. C'est possible aussi. Ouais, ouais, ouais. Après, voilà, quand on a été à haut niveau, on a une base et il y a une base où on descendra pas en dessous, quoi. Je me souviens, j'avais un coach en musculation, quand j'avais 23 ans à peu près, Vladimir et il me disait: «Écoute Benoît, moi, quoi qu'il arrive dans ma vie, la barre des 100 kilos au développé couché, je te la fais quand tu veux, n'importe quel moment, sans m'échauffer». Puis il arrive et puis il monte, il prend la barre, pouf, il la monte. Pour la plupart des gens, la 100 kilos, faut quand même faut quand même y aller, quoi, au développé couché. Et Ouais. bah, là, je pense que, voilà, pour des gens qui ont passé notre vie, comme Jacques, Ludmila ou comme moi, à taper dans une balle et en ayant été au haut niveau, il y a un niveau en dessous, on passera pas en dessous, quoi. Il y a Ouais. trop de ressources qui ont été développées et trop de choses où on est capable de trouver des réponses, quoi. Ouais, il y a un acquis qui ne se perd plus, en fait. C'est ça qui est Voilà, assez rassurant d'ailleurs. exactement. Que Ok. ce soit des repères stratégiques, que ce soit le fait de manager notre état mental, que Mhm. ce soit, comment savoir se déplacer, voilà. Puis commencer à aussi à voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a plein de choses comme ça qui se perdront pas, quoi. Alors, avant d'aborder le sujet principal du jour, sujet que d'ailleurs tu as choisi et Mmh. qu'on va révéler dans quelques instants, on va essayer de revenir très rapidement sur le passé, l'avenir. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles ont été tes missions les plus importantes dans le passé, achevées ou en cours, et celles qui sont à venir? Alors, évidemment, en mettant un petit peu de guillemets autour de tout ça, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, tout ça a été fortement ralenti. On parlait de la dernière fois, pour ceux qui ont suivi l'épisode numéro 3, Jacques s'occupe du numéro 1 chinois et pour l'instant, c'est bloqué depuis un an parce qu'il ne peut pas sortir du pays. Donc, j'imagine que tu as peut-être, toi aussi, eu quelques contrats qui ont été soit mis en suspens, soit carrément annulés à cause de la pandémie. Mais en gros, si tu peux nous donner en deux, trois mots ce que tu as fait et ce qui est à venir, tes projets, en fait. Ce qui m'intéresse, comme tu le disais en introduction, c'est des projets sportifs, dans lesquels je me dis: «Waouh, c'est génial, on va pouvoir faire quelque chose de grand»
il y a quelque chose d'excitant derrière, il y a un sentiment d'excitation. Je pense que le coach et le joueur et le team doivent être excités de travailler ensemble. Donc, c'est ça que je recherche avant tout. Et c'est pas forcément le fait que le mec ait un pédigré incroyable, quoi. Donc, c'est vraiment le projet qui m'intéresse. Moi, je me suis beaucoup posé de questions sur mon positionnement et ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est aussi pour ça que je suis allé à Hong Kong et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux, où j'ai vécu 10 ans. Je savais pas si je voulais être coach de tennis. Tu vois, en fait, j'avais l'impression qu'en France, j'avais été mis dans une boîte. Le joueur de tennis qui a été plutôt bon et donc forcément, il va coacher dans un grand club. J'étais à Levallois à l'époque, ou dans une ligue, ou dans une fédé, les bons joueurs, etc. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et moi, je n'étais pas certain que je voulais faire que ça, quoi. Donc, du coup, j'ai fait du life coaching, de la PNL, du yoga, de la préparation physique à tout va. J'ai fait plein de choses du business coaching aussi, plein de choses qui me permettent, sur lesquelles je me suis au fur et à mesure revenu sur le fait que ce qui m'intéressait, c'était vraiment le fait qu'il y ait un projet sportif et que la personne, elle ait un grand rêve. C'est-à-dire que la personne veuille faire un marathon, un 100 km ou devenir pro ou aller en collège, en université américaine, tout ça, ça m'excite. Tu vois, c'est autant kiffant pour moi de regarder là où elle est la personne, qu'est-ce qu'elle a comme compétence et de se dire, tiens, bah, c'est un peu comme un chef cuistot, tu vois. On dit, tiens, on va mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et puis au fur et à mesure on avance, on voit où on en est, on accompagne, quoi. Donc c'est ça qui m'a toujours fait le plus plaisir. Et donc, les gars que j'ai le plus aidé, bah, au départ, c'était à Hong Kong. J'ai commencé par un projet avec un jeune qui s'appelait Augustin, avec lequel je suis resté 3 ans jusqu'à ce qu'il revienne en France. Et bah, on l'a amené dans les meilleurs nationaux à l'époque. Ensuite, j'ai fait avec d'autres jeunes qui, eux, ont réussi à aller en université américaine alors que c'était pas des joueurs les plus exceptionnels, mais des bons joueurs, quoi. Et puis, ensuite, Melchior, que tu connais, que tu as vu Ouais. à Hong Kong, que j'ai accompagné, pareil, pour arriver dans les meilleurs français. Quand on a arrêté, il avait gagné le tournoi les Petits Princes d'Annecy. Et puis, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, j'ai travaillé avec Arthur Ferry, et avec lequel j'ai commencé. Il était à 4-6 en France, donc à 4-6 à 15 ans, c'est pas top. Et au final, de là, on est allé jusque dans les meilleurs mondiaux. Il a fini 13e junior mondial, à donc 18 ans, sans avoir réussi à pouvoir faire le Wimbledon, qui est sa surface préférée, à cause de la pandémie. Et donc voilà, j'ai adoré tous ces projets, et puis j'ai adoré aussi les projets, même, tu vois, de personnes qui ont à cœur de grandir dans leurs projets sportifs, même si c'est pas pour être connu, mais juste de progresser, quoi. C'est ça qui m'intéresse. D'accord, effectivement. Ouais, alors je fais référence d'ailleurs à ce que tu viens de dire, puisque tu t'es occupé à Hong Kong, il me semble, tu as eu un client euh, qui voulait courir son premier marathon, ou en tout cas qui voulait améliorer son temps sur le marathon, il me semble. Ouais, j'avais même Et fait le mec avait fait le McLeod Trail, c'est ça. le 100 km, tu sais, avec toutes les montées et les descentes du McLeod. Bah ça, c'était un sacré projet. Quelqu'un qui a Ouais, 40-45 ans, chef d'entreprise, et ouais, comment on l'amène là, quoi. Donc c'est le ouais. genre Et de il truc. l'a Puis fait. voilà, marathon, Ouais. Ironman aussi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est génial parce que ça me permet d'aller sortir des fichiers dans ma tête et dans même des recherches. Sur le moment, voilà, c'est quoi ce qui est important, quel type d'entraînement je vais faire, c'est quoi le type de personnalité que j'ai en face de moi, et c'est quoi qui, je pense, va fonctionner, tu vois. Et puis après, on ajuste. C'est cette sauce qui me plaît beaucoup. Effectivement, ça a été assez successful jusqu'à présent et tu as eu des résultats, donc c'est super encourageant et ça veut dire que la méthode, parce qu'il n'y a pas qu'une méthode, hein, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais
souvent on parle d'appliquer la méthode. C'est souvent vrai. Moi, c'est vrai dans mon métier aussi. On parle généralement d'une méthode de référence, mais je pense qu'il n'y a pas une recette miracle. Il y a des recettes et surtout, il faut les adapter aux personnes qui se trouvent en face de toi. Donc, il n'y a pas une façon de sortir un problème, il y en a plusieurs, et surtout, il faut l'adapter à la personne à laquelle on s'adresse, quoi. Donc, effectivement, Ouais, les profils que tu as eus montrent que, effectivement, sur des personnes qui avaient des projets de vie très différents, tu as quand même réussi à les sortir, alors que des fois, c'était pas toujours des personnes qui avaient un projet de tennis. Et ça, c'est quand même bien. ouais. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est prendre regarder la personne et puis personnaliser. Qu'est-ce que c'est par rapport à cette personne? Son profil psychologique, son profil moteur. Tu vois, il y a les gens marchent différemment, se déplacent différemment, pensent différemment, ont des émotions différentes, ont des problèmes différents. Et du coup, si tu veux appliquer des mêmes recettes parce que ça a marché, bah souvent c'est là où tu te plantes parce que c'est pas possible. Non, Par exemple, je te sont donne un tous. exemple concret. Arthur, ça fait 4 ans que je lui parle de respirer, et de vouloir de respirer dans les frappes et tout ça. À chaque fois, il me remballe, il en a rien à péter, quoi. Il a pas du tout envie d'aller là-dedans. Et à chaque fois, je dis bon, bah ça serait bien. Et bah non, c'est pas son truc. Bon, c'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à ce qu'il se relâche, c'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à mettre en Ouais. place des choses entre les points qui arrivent au même résultat, tu vois, si tu veux. Mais bon, c'est pas le chemin qui marche, alors qu'avec d'autres, bah, ça me paraît être essentiel, et ça marche super bien. Voilà. Est-ce que la personne D'accord. est ouverte à ça ou pas? Effectivement. Encore un exemple d'adaptation. C'est vrai que l'effort marche dans les deux sens, hein. L'élève doit faire un Oui, effort et le coach aussi, effectivement. Ça marche dans les deux sens. oui. Je vois vraiment le coaching comme ce que j'ai appris en life coaching, c'est qu'on est au même pied d'égalité. C'est-à-dire, je suis pas le sachant et toi tu sais rien et tu m'écoutes. Mhm. Et puis je suis pas non plus ton porteur de sac, comme apparemment il paraît que sur le circuit au top, il y en a pas mal qui sont comme ça. Donc je suis ni l'un ni l'autre, on est ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, voilà, comment ça se passe pour toi. Et donc je pose beaucoup de questions. Et puis au bout d'un moment donné, on aiguise et puis on comprend que cette personne, ce qui est important pour elle, c'est ça. Et à partir de là, on y va ensemble, on progresse là-dessus. Si ça fait du sens pour D'accord. toi. Oui, complètement. Et je pense que ça fera aussi du sens pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, avis aux amateurs, en écoutant Benoît, ça va peut-être vous donner des idées. Je le rappelle d'ailleurs qu'on mettra les liens bientôt, les liens professionnels de chacun de nos intervenants. Donc sachez qu'il y a peut-être matière à travailler. Si vous avez un projet de vie que vous voulez être accompagné efficacement, aussi bien psychologiquement que physiquement, eh bien, ma foi, c'est peut-être le moment de contacter Benoît Fouché. Benoît, je te propose de passer à l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui, qui est donc le sujet du jour. Ce sujet du jour, ben, je te laisse le présenter puisque c'est un sujet qui te tient à cœur et on va, à partir de là, disserter un petit peu autour de ce sujet. Alors, je te laisse nous présenter ce dont tu veux parler. Ok, super. Alors, tu parlais tout à l'heure des 2 livres que j'ai écrits. Le premier, il s'appelait Ta réelle victoire. Et en fait, c'est un concept que j'ai développé au fur et à mesure. Donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Ta réelle victoire et qui correspond au concept que j'ai de la préparation mentale. Et à la fois, on va dire, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le rapport entre le tennis et ce on prend dans la vie. Et je pense que la qualité de notre performance, la qualité de notre vie, dépend beaucoup de comment on pense. Anthony Robbins, il parle de la qualité de ta performance dépend de la qualité des questions auxquelles tu tentes de répondre. Moi, j'irais aussi dans le sens où, voilà, dans quelle direction tu places ton cerveau. Donc, le sujet du jour, c'est un fléau pour moi, qui est le fait de penser à la victoire. C'est pour ça que j'ai appelé ça ta réelle victoire. C'est-à-dire que si tu vas dans des clubs de tennis, juste écoute les conversations autour, tu entendras. Alors, toi, t'as gagné, t'as fait quoi comme résultat? Ah ouais, j'ai battu machin, il est classé 3-6, 2-6, machin. Ah ouais, moi j'ai perdu quand machin, il est classé machin. Et voilà, il y a un vrai, comment dire, une vraie obsession
du classement en France, et puis de manière générale, une vraie obsession d'une sorte de mesure. À l'école, c'est pareil, t'es dans les bons, les moyens, les pas bons, tout ça. Et tout ça, bah, c'est hyper négatif à plein d'égards. J'ai une question à te poser, par exemple, c'est et du coup on peut utiliser ton cas personnel pour avancer là-dedans. Oui. Quand tu vas sur un match ou quand t'es dans un match, c'est quoi le genre de pensée que tu as? À quoi tu penses en général, toi? Tu es capable de Oui, prendre compte de ça? comme j'ai un jeu qui est assez basé sur des prises de risque, j'essaye plutôt de me concentrer à renvoyer la balle sans faire d'erreur. Déjà, c'est la première chose. Avant même toute pensée de gagner ou de perdre ou de se faire plaisir ou etc. J'essaye de m'appliquer déjà sur le point présent. M'appliquer à pas faire une erreur directe, parce que je sais que c'est ce qui m'a souvent fait défaut dans le passé. J'ai réussi à le gommer partiellement avec toi, parce que malheureusement t'es pas resté assez longtemps pour qu'on puisse travailler encore davantage là-dessus. Jacques aussi m'a fait travailler là-dessus, donc c'est quand même un point commun que vous avez tous les deux, puisque vous aviez remarqué ça. Moi, mon inquiétude principale, c'est déjà de faire le moins d'erreurs possible, avant même de penser au résultat. Et souvent, lorsque je me suis concentré là-dessus, ça s'est souvent terminé, souvent, pas toujours évidemment, hein, des fois l'adversaire est plus fort et là il faut s'incliner, mais ça s'est souvent terminé par des victoires ou en tout cas des matchs très serrés parce qu'il y avait le sentiment de faire moins d'erreurs. Il y a aussi un certain plaisir qui se dégage de ça parce que on sent qu'on a été compétitif. Il y a eu des échanges, ça, le match n'a pas été perdu par moi ni gagné par l'autre, ça a été équilibré. Voilà. Donc moi c'est souvent ça et c'est toujours actuellement ça qui me sert de fil directeur. Voilà. Ok, donc tu as un fil directeur, comme tu viens de dire, le fait de faire moins d'erreurs. Au passage, je dirais et je te redirais que le fait de se focaliser sur où tu vas mettre la balle exactement sur le court, plutôt que de penser au mot erreur, c'est ce que tu penses, ce que tu nourris ton cerveau de ces images-là, en fait. Donc tu nourris, même si tu dis je veux pas faire d'erreur, il y a quand même le mot erreur, il y a quand même le fait qu'il y a ça dans ton lexique à l'intérieur qui te vient à la tête. Et du coup, c'est quand même mieux de mettre en place dans ton cerveau des images de balles qui rebondissent exactement là et là et là, qui sont bien dans le cours, dans des zones précises et qui te permettront de pas faire d'erreur. Donc, le truc positif là dans ce que tu me dis, c'est que tu as un fil conducteur qui t'amène là. Le truc, et la première grande erreur, c'est, et on parlait tout à l'heure, entre les matchs, les gens qui pensent au classement, qui pensent aux résultats, mais pendant les matchs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils pensent au fait de gagner ou de ne pas perdre. Voilà. Le fait est que il n'y a pas un muscle, il n'y a pas une action qui s'appelle gagner, qui s'appelle ne pas perdre. Tu comprends? Il y a une action qui s'appelle, là on parlait tout à l'heure de respirer, il y a une action qui s'appelle respirer, il y a une action qui s'appelle, je sais pas, fléchir des jambes. Je te dis ce qui me vient, les premières choses qui me viennent à tête. C'est des actions. Donc déjà, la première chose, c'est de mettre des actions qui te correspondent toi. Là, tu parlais de ton fil conducteur, qui vont t'amener à la performance. Ou même, tu parlais de plaisir aussi au plaisir. Donc, tu comprends? Donc, à chaque fois qu'il y a une idée, je veux gagner, finalement, ce qui se passe, comme ton cerveau comprend pas ce que ça veut dire comme action, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il se tend. Il va mettre un peu plus d'influx nerveux, il va dire, allez, j'y vais encore, ou comme tu disais un peu, je vais pas faire de faute. Il se tend. Donc, il tend le corps, il tend l'esprit. Ça marche un petit peu. C'est-à-dire que le fait d'activer encore un peu plus on arrive un peu en haut d'une courbe. Et à un moment donné, si on continue à s'activer, on arrive dans un trop de stress. C'est la courbe de Sellier, du E-stress et du D-stress, qui fait en U inversé. Donc, on s'active, on arrive en haut de la courbe, on continue à s'activer et là, la performance, elle décline complètement. Et là, la personne, typiquement, c'est jet de raquette, c'est encore, et vraiment des extrêmes qu'on peut voir beaucoup sur les terrains de tennis. Et voilà, le truc, c'est que la personne ne dirige plus son cerveau, ne l'envoie plus dans une direction
qui va l'aider à la performance. Et donc, la question qui est après, c'est voilà, sur quoi on se focalise. Effectivement, alors maintenant, on peut peut-être faire le parallèle de ce qu'on voit sur le tour, parce que finalement, c'est aussi le sujet de cette émission. On voit des joueurs qui, par moments, se pètent des boulons carrément sur le court, mais on a l'impression que pour certains, c'est un passage obligé pour justement pouvoir revenir du côté du bon côté de la courbe, comme tu disais à l'avant, juste avant d'arriver au pic, avant que les performances décroît. On a l'impression que certains ont besoin de ce passage-là pour revenir dans une zone qui est beaucoup plus confortable et surtout qui est moins stressante et surtout qui est moins fatigante. Parce que j'ai remarqué que à se mettre trop de pression, ça use aussi. Physiquement, tu y laisses de l'énergie. Ouais. Exactement. Et là, le point que tu fais, notamment, on le voit, je l'ai vu assez souvent avec Novak Djokovic, où même il va casser une raquette. Et le point d'après, on voit un calme plat sur la personne et il est reparti. Et voilà. Ouais. Donc, il y a 3 points. À la place donc de penser à gagner et à s'activer comme ça, il y a 3 points sur lesquels, pour moi, on peut se positionner. Au passage, dans le livre d'Agassi, Open, il disait, il y a un passage qui m'avait bien marqué et qui correspond à ça, qui disait « Control what you can control, André ». Et donc, il se focalise uniquement sur ce que tu peux contrôler. Et là, c'est de ça dont on parle. On peut pas contrôler la victoire. Donc, on peut pas contrôler que le mec, il va te mettre un ace ou pas. Voilà. On peut influencer. Et on peut faire des choses qui t'amènent au maximum de résultats. Et donc, c'est ces 3 choses dont j'ai envie de te parler. Pour moi, le numéro 1, c'est d'être dans notre état de performance. Donc, on va en reparler après, si tu veux. Le deuxième point, c'est ta réelle victoire. On va en parler aussi. Et le 3e point, c'est l'adaptation. Donc, le premier point, c'est d'être dans notre état de performance. Là, on parlait du fait de s'activer, de se tendre. Et à un moment donné, on arrive dans un trop. Et ce trop, comme tu dis, avec Djokovic, il casse une raquette ou quand il arrive à ce trop et hop, il revient à un niveau d'activation, de stress positif qui est bien, qui est gérable. On a besoin d'un niveau qui est suffisant mais pas trop. C'est-à-dire que si on est trop mou, trop endormi, ouais, tu peux imaginer le mec qui fume des joints et qui arrive sur le terrain et il arrive comme ça, il va sûrement lui manquer quelque chose, tu vois. Forcément. Voilà. Par contre, tu peux imaginer le cas extrême d'un gars surexcité qui va être comme ça, il va être sûrement dans le trou. Donc, l'idée, et ça va être personnel, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont plus, là je parlais d'Agassi, qui ont besoin d'être toniques, tu vois, entre les points, ils vont marcher rapidement, tu vois, et toujours dans l'action. Ils ont besoin de ça, c'est le moteur, il a besoin de tourner rapidement, tu vois, de rythme. Exactement. Et puis, il y a des gens, ils ont besoin avant tout de calme et d'être tranquille et dans ce rythme lent, sérénité, tout ça. Moi, j'ai souvent eu besoin plus de ce côté-là. Mais tu vois, quelqu'un comme on parle de Sampras, par exemple, à l'époque, il était vachement lent aussi, tu vois. On parlait d'Agassi, donc Agassi, Sampras, quoi. C'est la même chose pour les joueurs modernes, hein, c'est pareil. Donc, l'idée, c'est de trouver, toi, c'est quoi qui te correspond, l'énergie qui te correspond. Là, on parle d'activation. Moi, j'aime bien aussi parler de fire et puis de calm. C'est quoi ton niveau de fire idéal? C'est quoi ton niveau de calm idéal? Et du coup, déguisé. Et que quand, là, on parlait de Djokovic, du fait qu'il utilise ça à merveille. C'est-à-dire que quand il sent qu'il arrive dans un trop plein, il sort le truc et puis il revient. Mais ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un sent qu'il est trop mou. Tu vois, t'arrives le dimanche matin en match par équipe à 9h et t'es pas bien. Et voilà, t'as besoin d'aller sautiller, t'as besoin de faire des splits. Ton corps, il a pas envie de faire ça. Mais tu as besoin de faire ça. Si tu fais pas ça, il y a des jeux qui passent et puis tu comprends pas. Bah ouais, mais c'est parce que tes sens ils sont pas aux aguets suffisamment, tu vois. Donc tu as besoin de lancer la machine. Voilà. Donc repérer cet état. Bon, et après il y a d'autres moyens de l'affiner. Donc l'auditeur qui écoute ça doit se positionner et se dire voilà, moi, c'est quoi mon état idéal? Si je me rappelle les meilleurs matchs que j'ai faits, j'étais comment? Voilà, j'étais dans quelle sorte d'état intérieur. Et donc, comment je m'y prends pour y revenir souvent, le plus souvent possible.
Et je me prépare à ça et je moniteur de manière à ce que je revienne à cet état. Donc là, moi en tant que coach, c'est l'un des deux piliers d'abord, parce que le troisième, il est moins important pour moi. L'un des deux piliers mentaux que je cherche absolument à travailler. Est-ce que le joueur avec qui je travaille soit capable par lui-même de se retrouver encore et encore dans cet état. Alors, ça, c'est le premier point. Alors, est-ce que justement, ça passe pas par certaines routines? Par exemple, j'écoutais Mahu il y a pas très longtemps dans une interview qu'il a accordée à des jeunes, dans laquelle il disait que pour lui, c'était important que lorsqu'il joue en double, par exemple, avec son partenaire, ils vont s'asseoir sur leur chaise avant de démarrer le match, et même pendant le match, il faut qu'il ait toujours son partenaire à gauche. Parce que c'est comme ça qu'il est placé sur le terrain. Il a toujours son partenaire à gauche. Est-ce que ça fait partie des routines qui, justement, te rassurent, entre guillemets, et qui peut faire en sorte que tu restes dans ta zone, comme tu disais, de confort entre le fire et le calme? On pourrait prendre un autre exemple sur Zverev qui range d'une certaine façon ses raquettes, ou même un Nadal qui a l'habitude de positionner les bouteilles dans lesquelles il boit. Ça lui a valu d'ailleurs nombre de moqueries, mais c'est peut-être aussi une des stratégies qui lui permet de rester dans sa zone. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, en PNL, en programmation neurolinguistique, il y a ce truc-là qui s'appelle ancrage. C'est un outil, oui. L'ancrage, c'est que tu vas associer un mouvement à un état. Donc, par exemple, je fais un mouvement comme ça. Imagine, je le fais ça parce que c'est quelque chose que je fais. Je fais ce mouvement-là qui est en yoga, ça s'appelle des mudras. Donc, peu importe, en fait. Et je me mets comme ça, et je ferme les yeux, je respire et je médite. Et bah, du coup, à chaque fois que je refais ce mouvement-là, l'état de méditation me revient. Alors, est-ce qu'il est aussi profond que l'état dans lequel, quand je suis dans une méditation? Peut-être pas autant, mais le chemin revient. Tu vois? Et donc, du coup, tu associes un mouvement à quelque chose et le fait que tu le fasses plein de fois, donc là, Mahu parle du fait que son partenaire soit à gauche, Rafa, le fait qu'il mette ses bouteilles exactement là, qui gratte son slip et tout ça, ça permet de remettre la personne encore et encore dans leur état comme ça. C'est ça où ils sont bien et c'est là où ils reviennent. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, effectivement, je comprends bien ça. Mais alors, la question maintenant, c'est comment tu trouves ces trucs, si je puis dire, et à partir de quel moment ça devient suffisamment répétitif pour que, comme tu le dis, à chaque fois qu'on effectue ce geste ou cette routine, ça nous replace immédiatement dans le bon état d'esprit, dans le bon état physique et psychologique. Il faut quand même, je pense, des multiples répétitions avant d'arriver à trouver cet automatisme. Oui, et c'est pour ça que la question que j'ai posée, je disais pour les auditeurs, c'est de se poser dans c'est quoi ton meilleur match? Réimagine, revois ton meilleur match et comment tu te sentais. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu respirais? Comment tu marchais? Comment tu fonctionnais? Il y a une physiologie qui correspond à ce moment-là. Et ben, le but, ça va être de reproduire cette physiologie. Et donc, peut-être qu'il y a des ancrages qui vont avec, tu vois, là, peut-être que dans ce match-là, ce jour-là, spécifiquement, tu avais décidé de faire tel geste. Et donc, peut-être que le fait de refaire ce geste va te ramener à cet état. Et au final, ce que tu cherches, c'est l'état, c'est tout, hein. Voilà. Donc, quel que soit le moyen, que tu utilises un ancrage ou que tu utilises un moyen conscient direct, je me pose sur ma respiration, je me pose sur mes épaules, sur mon relâchement de mon visage ou de mes mains, par exemple. Au passage, si tu te focalises sur le relâchement de ton visage et de tes mains, le reste de ton corps se relâche. Donc, c'est un type assez intéressant. Voilà. D'accord. Donc, peu importe le moyen, encore une fois, c'est dans le dialogue que tu le trouves ou dans la référence du passé ou même la référence du futur ou même la référence d'une personne célèbre. Tu vois, dans mon bouquin sur la confiance, il y a un chapitre, je parlais de la physiologie de la confiance et je faisais référence à McGregor, tu sais, le mec de MMA là. Oui.
Très fort. Et tu le vois arriver, quand il arrive, il est comme ça, c'est tout exagéré. Mais parce que c'est exagéré, c'est un bon message à donner. C'est-à-dire que le mec, il est droit, il prend de la place. Et bah, le fait de s'imaginer comme ça, et bah, tout de suite, je sens que, OK, j'ai une certaine physiologie qui se met là et ça me correspond pas. Mais moi, je trouve que ça m'amène de la confiance, tu vois. Est-ce que ça veut dire que je vais être exactement tout comme lui? Peut-être pas. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Mais tu peux t'inspirer de personnes célèbres aussi pour t'amener à trouver l'état idéal. Et c'est ça le premier point. Dans tous les sports, on l'a vu à l'époque, Ato Boldon, qui était champion du monde de 200 mètres, avait aussi des routines tout à fait particulières qui étaient différentes de celles d'Aline Ford Christie ou même d'un autre sprinter. Et tu as l'impression, je t'ai perdu. Non, ça a été revenu. Et donc, effectivement, dans tous les sports, on peut, je pense que les professionnels ont adopté, comme tu disais, des routines auxquelles ils se réfèrent, dans lesquelles ils se replongent de manière à retrouver un état une espèce d'état de grâce, finalement. Tu parlais d'un deuxième point important. Quel est-il? Alors, le deuxième point, c'est le titre de mon premier bouquin, qui est Ta réelle victoire. C'est-à-dire, alors, il y a d'autres personnes qui appellent ça ton identité de jeu. C'est une phrase qui correspond à toi, ton jeu, ta stratégie, dans le meilleur des cas. Donc, je te donne un exemple. Moi, quand je travaillais avec mon préparateur mental, qui s'appelait Ronan Lafay, qui est devenu connu entre-temps, et ma phrase, c'est « J'impose mon coup droit et mon service volé ». Boum. Une phrase. Donc, c'est très simple, c'est dans l'action, c'est direct, et du coup, mon cerveau, à la place de penser à victoire, défaite et là, toute la tension qu'il peut y avoir, il se focalise là-dessus. Donc, j'arrive, je vais servir, je sais que soit je vais imposer mon coup droit et faire un service et me décaler, faire un coup droit, soit je vais faire mon service volé et je vais imposer ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, l'idée, ça va être de trouver avec cette personne avec laquelle je travaille ou l'auditeur qui se cherche, c'est quoi, toi, tes forces principales avec lesquelles tu veux t'appuyer pour construire tes victoires. Mais sans penser à ta victoire, finalement, ça va t'amener à ça, mais en mettant ton cerveau, en branchant ton cerveau dans la meilleure des directions possibles pour que tu sois le plus performant possible. D'accord. L'objectif de justement ne pas se concentrer sur le résultat, on peut poser la question en sens inverse, si on est trop concentré sur le résultat, est-ce que pour toi, ça génère trop de stress, trop de fatigue? Ça va générer du stress, de la fatigue. Comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, tu montes et puis tu vas sûrement redescendre. Et surtout, tu sais toujours pas ce que tu fais. C'est-à-dire que, ok, je veux gagner, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ok, je frappe dans une balle, mais qu'est-ce que j'y fais dans la balle? Qu'est-ce que je lui donne? Juste, je tape en robot et je fais comme ça sans réfléchir. C'est ce que fait la plupart des gens. Hein. Et ça serait tellement mieux si la personne elle rentre sur le terrain et elle dit voilà, moi, mes forces, par exemple, c'est là où je suis fort, c'est entre les 5 et 8 frappes. Ou si je suis un Gilles Simon, moi où je suis fort, c'est dans le contre. Et donc j'ai besoin d'amener le mec à plus de 10 frappes à chaque fois. Et donc je vais trouver des zones super safe sur lesquelles le mec il va pas pouvoir m'attaquer et où il va faire des fautes. Et tu vois, et je vais le pousser. Voilà. Et physiquement, c'est là aussi où je suis fort. Moi. Ou moi je suis un gars hyper explosif comme Joe Tsonga. Et ce qui m'intéresse, c'est les points à moins de 3 frappes. Donc, je m'engage pas dans les points. Quoi. D'accord. Et du coup, l'idée, c'est de devenir, donc ça se fait pas en une fois, hein, mais de devenir tellement fort dans ton truc que quand tu le fais super bien, il y a personne qui te résiste. D'accord. Donc, en fait, là, tu insistes essentiellement sur le fait de répéter inlassablement tes coups forts, finalement. De te brancher sur tes coups forts. C'est ça. D'accord. Voilà. Et tous les gars, tu peux penser à tous les gars du top 10 pendant des années et des années, c'est ce qu'ils font. Ils sont là pour imposer leur force.
Bien sûr, ouais. Del Potro sur son coup droit, par exemple. Ouais, Quand il se c'est pas décale, compliqué d'être pas trop. Hein. on C'est sait fermer que ce coup droit. dès qu'il se décale, ça va faire mal, quoi. Attention, il y a un avion qui arrive. Attention, il y a une fusée qui va se pointer. N'essayez même pas de la Exactement. rattraper. Exactement. Non, ne réglez pas vos téléviseurs, c'est normal. C'est exactement ça. Et même pour les petits gabarits, là, les Schwartzmann et tout ça, ils ont en tête, bah voilà, moi je gagne avec ce style de jeu et donc je me focalise là-dessus. Lui, D'accord. c'est l'inverse, il va pas se focaliser sur faire des revers gagnants. Non, Donc, est-ce non, qu'on peut dire, à partir de ce moment-là, que la stratégie, au sens large du terme, c'est la mise en place de ces coups forts avant même, je dirais, l'analyse du jeu adverse, ou c'est un c'est mélange des ça. deux? Alors, c'est un mélange et là où je me distingue, à mon avis, de bon nombre d'autres coachs, c'est que pour moi, le premier point dont j'ai parlé, le fait d'être dans notre état de performance, et le deuxième point de se focaliser sur nos forces, notre réelle victoire, pour moi, c'est 80%, 90% du travail. En tout cas, D'accord, du travail de d'accord. formation d'un joueur. Et je pense que tu peux faire très bien juste en te focalisant là-dessus. Les 20% qui restent, c'est l'adaptation. Et donc, c'est là où, effectivement, je regarde où le mec, il est droitier, il est gaucher. Tu vois, il y a des mecs qui regardent pas ça. Le mec, il est meilleur en coup droit, meilleur en envers. Le mec, il est meilleur dans les points à moins de 5 frappes ou entre 5, 8 ou entre plus de 8, 10. Euh, le gars, il aime bien quel type de hauteur de balle. Le gars, il aime bien quel type d'effet. Est-ce qu'il aime bien monter, pas monter, tu vois. Et du coup, tu t'adaptes avec ça. Mais l'adaptation ne doit pas être au détriment. Voilà, pour moi, hein, c'est mon avis personnel parce que je me souviens D'accord. d'un coach qui m'avait dit, moi, mon kiff, c'est de faire déjouer l'adversaire. Donc, je rentre sur le terrain et je vais tout faire pour faire chier l'autre. Ah, c'est Donc, lui, bien. Si ça ça, marche. ça correspondait à sa personnalité, tout ça. Ouais, Bah ouais, voilà, ouais. mais c'est pas non plus un exemple d'un joueur qui a été au très haut niveau, tu vois. Donc pour moi, pour aller au très haut niveau, bah c'est bien de regarder, c'est bien, tu vois, de faire comme c'est Brad Gilbert, tu vois, de Winning Ugly, le coach d'Agassi qui lui disait Oui, bah voilà, mais c'est même Brad Gilbert avec Agassi, il s'est branché sur voilà, t'es fort quand tu joues près de ta ligne. Tu t'es reculé de ta ligne, t'es plus fort du tout. T'es ouais. fort là, t'es plus fort que les autres là. Et donc, c'est comment tu vas faire pour continuer à être plus fort. Et après, bon, bah voilà. Pourquoi tu te compliques à faire des trucs compliqués quand tu vois que le mec, il arrive pas à négocier quand tu lui envoies sur le revers tout le temps? Bah, continue. Voilà. Donc, ça, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, donc, ça demande d'avoir prise de conscience de ce qui se passe, de regarder, d'observer, d'écouter, de sentir. Le mec, est-ce qu'il est en train de péter les plombs, pas péter les plombs? Est-ce que mais tu vois, il y a des moments donnés peut-être que tu mets un peu plus la balle dans le cours et tu sens que le mec, ça va tout lâcher, quoi. Donc, ok, bah, c'est super que tu te rendes compte de ça. Et quand tu veux aller au niveau, tu vas avoir besoin de ça. Tu vas avoir besoin de sentir le momentum. Ça, c'est sûr. D'accord, Et le d'accord. truc, c'est que pour moi, dans la formation, je le mets en dessous. Parce que les deux autres sont tellement plus durs et tellement plus importants quand tu les as acquis. Ça fait vraiment la différence, quoi. D'accord, bien compris. Alors, à ton avis, si on transpose ça, je dirais, sur des joueurs comme moi, beaucoup moins bien classés que ceux à quoi tu as pu jouer, ou même Jacques ou Mia, à partir de quel niveau de classement tu dirais que ces deux premiers préceptes, ces deux premiers critères commence à se percevoir dans le jeu justement d'un joueur? À partir de quel moment, à ton avis, d'un point de vue classement, les gens arrivent à mettre en place ça? En tout cas, tu vois qu'ils ont justement ces routines-là qui sont déjà en place ou qui arrivent à se mettre vraiment en place sur leur jeu. À ton avis, à partir de quelle barrière de classement ça se voit? Euh, je vais répondre en deux temps. Oui, La, le premier temps, c'est Jean-François Bachelot, avec qui je m'entraînais aussi, et avec Ronan, on avait un groupe de joueurs. Et, et lui, Jean-François, il avait été encore plus haut niveau que moi. Il avait touché les 100 meilleurs mondiaux. Il disait,
jusqu'aux 100 meilleurs mondiaux, les mecs, ils tiennent leur état, ils tiennent leur jeu, et puis ça bouge pas, quoi. Et voilà. Et quand tu descends dans les classements, donc 100 et au-delà, donc 200, 300, il y a toujours un moment donné où il y en a un qui lâche. Voilà. D'accord. Moi, de mon expérience, où j'ai été plutôt avec des joueurs négatifs la plupart de ma carrière, et ben c'est ça que j'avais l'impression, c'est-à-dire que tous les joueurs négatifs, ils ont leur identité de jeu, c'est les rats argentins, c'est les serveurs volleyeurs, les mecs qui vont boom en quelques frappes, ils imposent leur truc et ils sont capables d'une certaine manière de rester dans un état de performance. Oui. Et ils partent pour imposer ça. La différence, encore une fois, c'est que eux, comparé à des mecs dans les 100 meilleurs mondiaux, il y a un moment donné, ça lâche. D'accord. Ça, ils n'arrivent pas à tenir sur un match complet, quoi. Voilà. Après, quand tu vois des gars en 3e série, 4e série, ça lâche sans rien, quoi. Ça lâche tout seul parce qu'ils pensent à leur femme qui les a fait chier ou parce que non, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois. Leur cerveau, il est pas assez habitué à être focalisé sur quoi, et c'est important de se focaliser. Et donc du coup, voilà, c'est une brindille qui peut faire dérailler, quoi. Donc le but du jeu, c'est ça, c'est de réussir à ce que le cerveau, le cerveau, c'est monkey mind en anglais. Il part dans tous les sens naturellement si tu le domptes pas. D'accord. Donc, on se résume. Le premier point, c'est les notions de routine à mettre en place. C'est l'état. L'état, voilà. Le deuxième point, c'est ta réelle victoire. En fait, c'est la projection que tu fais de toi-même et de tes meilleurs coups que tu veux imposer. Voilà. C'est la notion de stratégie, un peu au sens large du terme. Voilà. En une phrase, qu'est-ce qui fait que je gagne? Du coup, je fais quoi? Donc, tu répètes cette séquence-là qui te fait gagner. Et donc, du coup, quel serait le troisième point dont tu parlais? L'adaptation. Donc, en fonction de l'adversaire, le type de jeu de l'adversaire, des circonstances, en indoor ou dehors, avec du soleil, du vent. Le vent, c'est hyper important à gérer. Qu'est-ce que je fais? Comment j'adapte les 2 premiers points pour optimiser encore un peu plus. Et c'est encore un peu plus. Les gens se perdent dans l'adaptation, alors que moi, ce que j'explique, c'est que c'est un truc en plus. C'est-à-dire que tu peux faire 1 point ou 2 tout d'un coup à faire plein d'échanges. Oui. Mais tu vas pas passer ton temps à faire plein d'échanges si c'est pas tes forces. Et ça, c'était le cas d'Arthur notamment. Tu vois, Arthur, il est très très fort dans les premières frappes. Il va très rapidement te faire une montée, te faire un revers long de la ligne, un amorti. Maintenant, il est fort en coup droit aussi. Mais dans les premières frappes, il peut faire très mal. Donc, c'est la base de son jeu. Et de temps en temps, la variation, c'est s'il voit que le mec, il est en train un peu de paniquer ou il sent que ça serait judicieux, bah là, il va faire 1 point ou 2. Tiens, je vais faire plus d'échanges. Et du coup, le mec, il est pas habitué et il se prend une variation. Et hop, alors que l'autre, peut-être que c'était son jeu à l'autre de faire plein d'échanges. Et ben, il va pas gagner parce qu'il a pas été assez habitué dans le match à le faire. Est-ce que si avant de faire ça, tu commences par la variation, du coup, il y a plus d'effet de surprise, quoi. Oui, effectivement, tu ne peux plus t'ajuster, en fait. Ouais. Ouais, t'es dans un schéma assez stéréotypé, et du coup, il n'y a plus d'ajustement, en fait. Ouais, bah là, pour rester dans ce genre d'exemple, imagine que Arthur, il joue contre quelqu'un et qu'il se rend compte que, effectivement, de faire plein d'échanges, bah, ça marche. Le danger, c'est qu'il en fasse trop souvent et que lui se perde et perde son jeu. Et du coup, il devient quelconque. Ouais. Il devient comme tout le monde. Ouais, c'est la raison pour laquelle on voit rarement, que tu parlais de Gilles Simon, qui est un bon exemple, qui est un marathonien des cours. On voit rarement Gilles
terminer les points en 3-4 coups de raquette bien frappés. Mais il le fait. Comme tu disais, il casse la routine et il le fait de temps en temps et ça surprend tout le monde. Et pas lui le premier, mais en tout cas son adversaire et ça marche. Okay. Donc il a sa base. Lui, c'est l'exemple inverse. Sa base, c'est d'amener le gars à faire plein d'échanges, que son rythme cardiaque il monte, tandis que lui, comme il a un physique qui est adapté à ça, bah lui ça monte pas. Ouais. Et puis à un moment donné, il va surprendre le gars et pouf, comme tu dis, un petit regard long de la ligne, une petite montée et le mec il va paniquer quoi. Il est déjà cramé parce que ça fait déjà 15 coups de raquette quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Ok, bah écoute, merci pour ce débrief technique, si je puis dire, sur ce sujet qui est quand même important, donc ne pas être focalisé sur le résultat final ni sur la victoire, ou même sur, évidemment, pas sur la défaite, mais avoir plutôt une stratégie selon ces 3 points. Arrête-moi si je me trompe, Benoît, mais on peut retrouver le détail de ce dont on vient de parler dans tes livres. En filigrane, c'est-à-dire que j'ai pas le premier livre Ta réelle victoire, c'était pour sortir ce que j'avais appris du tennis et l'appliquer dans la vie. Tu vois, c'était ça l'idée. Le deuxième, développe ta confiance. C'est tout ce que j'avais pu égrener comme idée qui puisse permettre de développer ta confiance. Donc c'est pas exactement ce qu'on vient de dire. Oui. C'est pas exactement comment être bien pour un match de tennis. Là, ce qu'on vient de parler, c'est la préparation mentale, hein, tout simplement. C'est ça. Voilà, ça peut donner des idées, voilà. Ok, super. Donc, écoute, j'invite nos auditeurs à te retrouver via les publications que tu as déjà mises sur le marché. Il y a déjà quelques années pour certains. Et je crois, lorsque tu as quitté Hong Kong, il me semble, si je ne me trompe pas, que tu travaillais à un 3e ouvrage. Est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'il est encore en cours? Tu peux nous en dire un peu plus? Non, ce que j'ai en tête comme 3e ouvrage est assez sensible dans le sens où je veux écrire pour les parents. D'accord. Parce que les parents, pour moi, dans mon expérience, avoir beaucoup travaillé avec des ados, oui. Les parents, c'est souvent ce qui fait chapeauter. Capoter, tu veux dire? Ouais. Comment tu as dit? Capoter. Capoter. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Qui fait capoter les projets. C'est-à-dire que c'est hyper difficile parce que t'es partie prenante, t'as envie que ton fiston ou ta fille il fasse le mieux possible. Et du coup, tu mets dans le projet des émotions, de l'importance, de la pression qui sont néfastes finalement, à mon avis, au développement de la personne. Et donc souvent, moi j'ai vu nombre de joueurs arrêter le tennis alors qu'ils avaient un super potentiel, tu vois, parce que la pression était trop forte. Donc pourquoi c'est sensible, c'est parce que les gens vont se dire mais qui c'est, mais pour qui il se prend, voilà, moi je fais ce que je veux avec mes enfants ou quoi, ce genre d'idée. Voilà, j'ai envie juste de partager mon point de vue de coach et mon expérience, à dire que bah voilà, premièrement, un enfant il a besoin d'amour avant tout. Premièrement, quand il rentre à la maison, quand il est dans la voiture, bah c'est ça qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin de sentir que qu'il est gagné, qu'il est perdu. Bah c'est ok, on va avoir une belle vie, on va continuer à s'amuser, à faire ce qui nous plaît. À la place de je rentre dans la voiture, mais alors pourquoi t'as fait ça? Mais les fautes que t'as fait là, c'est pas possible. Et ça te tue à petit feu, quoi. À un moment donné, tu dis stop. C'est un sujet de prédilection, par exemple, pour Jacques, qui a aussi accompagné, qui accompagne toujours des joueurs comme toi à un très haut niveau. Et c'est un sujet qui revient très souvent. Alors, je te remercie de l'avoir évoqué parce que ça fait une transition toute naturelle avec vraisemblablement le sujet qui sera développé avec Jacques lorsqu'on va faire son émission. Et pour l'instant, je ne sais pas encore ce que Lumia nous a préparé, mais je suis sûr que ça va être passionnant aussi. Donc, et ben écoute, merci Benoît en tout cas de ton intervention, merci de tous ces bons conseils.
peut-on retrouver tes livres si on veut les commander? On les trouve sur Amazon, on les trouve où? On les trouve comment? Le mieux, c'est de me contacter. Regardez mon site benoîtfouché.com et puis me contacter si vous n'arrivez pas à vous les procurer. Le Développe ta confiance, il est facile d'avoir, je pense, sur Amazon. Ta réelle victoire, j'en ai encore quelques-uns dans des cartons. Je regarde pas trop, ça fait un moment que j'en ai pas vendu, par exemple. Donc, si les gens sont intéressés, je peux leur envoyer à très petit prix, avec plaisir. Super. Eh ben, écoute, merci pour tout. J'espère que les auditeurs ont pris beaucoup d'informations sur cette émission qui est un peu spéciale. Effectivement, le format est un peu spécial à cause de la trêve hivernale. On ne le répétera jamais assez. Et je les invite aussi à te contacter directement sur ton site professionnel s'ils tentaient qu'ils seraient susceptibles de vouloir poursuivre un sujet, ou en tout cas un projet professionnel, que ce soit dans le tennis ou dans un autre domaine, puisque comme on l'a vu, tu as aussi couvert des gens qui n'étaient pas forcément des purs produits tennis. Donc merci à toi, Benoît. Super. Et en guise de conclusion, est-ce que tu pourrais nous donner rapidement tes espérances ou ton souhait pour la saison 2022, pardon. Et quel joueur tu penses qu'il va falloir suivre? Qu'est-ce qui va être intéressant? Quel sujet on va pouvoir aborder? Et quels sont les joueurs que tu penses? Mon espérance pour 2022, mon espérance numéro 1, c'est que on sorte de toutes ces mesures draconiennes partout dans le monde. Oui. Voilà. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, je voudrais juste qu'on sorte de ça, point. Oui. Et sur le tennis, j'aimerais bien voir Roger encore une fois à Wimbledon, ça me ferait vraiment plaisir. Et je pense que ça sera cette fois-ci, ça sera un adieu. Et merci pour tout ce qu'il nous a apporté. Voilà. Et puis voilà, ça serait mon souhait numéro 1. Ouais. Ok, super. Je crois qu'on partage en tout cas le même souhait et la plupart de nos auditeurs partagent en tout cas le premier souhait de la même façon, qu'on sorte de cette pandémie et de toutes ces restrictions qui nous pourrissent la vie. Voilà, c'est un autre sujet. Merci Benoît, super. À très bientôt. On se retrouve en fin d'année avec le reste de l'équipe pour l'analyse. Enfin, l'analyse, en tout cas, la préparation de la saison 2022. Il y aura pas mal de choses au programme. Donc, on prépare une émission spéciale pour la rentrée 2022. Merci à toi. Merci les éditeurs de nous suivre depuis déjà 4 épisodes. La prochaine, c'est très bientôt avec Ludmila Skravonskaya. Vous allez voir aussi un personnage tout en couleur. C'est intéressant. Donc, russe de naissance. Elle a gardé son accent, ce qui n'est pas désagréable. Et on va pouvoir échanger avec elle sur les sujets, surtout sur les joueuses qu'elle a entraînées, puisqu'elle a, par exemple, entraîné Varvara Lepchenko, qui a quand même été 8e mondial, je crois, ou 6e mondial. Donc, on va apprendre des tas de choses de ce côté-là. On va avoir un regard sous les coulisses de la WTA. À très bientôt, merci et bonne fin de journée à tous.